Pourquoi les retraités aiment-ils les bambous? Parce qu'ils s'habituent au goût de la terre. Je n'ai pas toujours eu cette capacité, vous savez, celle de voir les fantômes. Je n'étais capable de les voir qu'une fois que j'avais commis mon premier meurtre. Je m'en souviens comme si c'était hier. La petite Laura. Elle était mignonne, les cheveux blonds, bouclés, un visage d'ange toujours souriant, une adolescente qui croquait la vie à pleines dents. Je l'ai suivie, alors qu'elle rentrait du lycée. Et je l'ai attrapée, dans le petit parc qu'elle traversait pour se rendre chez elle. Bien sûr, je l'ai violée, avant de l'égorger et de l'enterrer dans un coin de ce même parc. C'était mon premier meurtre, et j'avais quand même assuré, parce que jusqu'à maintenant personne n'a jamais retrouvé son corps. Et c'est peu de temps après que je l'ai vu, son fantôme. Il était transparent, silencieux. Il se tenait au pied de mon lit, et ne faisait rien d'autre que me regarder d'un air inquisiteur. Bien sûr, j'étais mort de trouille au début. Je pensais qu'elle était là pour se venger, pour me hanter, ou bien me pousser au suicide d'une manière ou d'une autre. Mais elle restait là sans rien faire. Elle me regardait fixement, tout le temps. J'ai bien essayé de m'en débarrasser, avec du gros sel, de l'acier, comme dans les films. Mais rien à faire, elle était intangible. Je ne pouvais pas la toucher, mais elle ne le pouvait pas non plus. Finalement, ce n'était qu'un fardeau qui me suivait. Peut-être espérait-elle que j'ai des remords, qu'elle me ferait avoir des cas de conscience. Mais, malheureusement pour elle, je n'en avais aucune moi de conscience. Au contraire, j'avais bien envie d'ajouter quelques fantômes à ma collection. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres victimes. Comme cet homosexuel de 32 ans que j'avais trouvé grâce à un site de rencontre. Après l'avoir attiré à l'écart dans une ruelle, je l'ai éventré et laissé pourrir là. C'était ma première victime connue, celle qui a lancé ma légende. Celle du tueur de minuit. Car j'avais l'habitude de tuer mes victimes pile à cette heure-là. Comme prévu en me réveillant. Je n'avais pas un fantôme, mais deux. À côté de Laura, le fantôme de ma victime de la veille. Avec la même expression sur le visage. Cette expression que j'allais voir sur de plus en plus de visages, car je n'étais pas prêt de m'arrêter en si bon chemin. J'ai donc continué à tuer, de plus en plus souvent, de plus en plus parfaitement. Et ma collection de fantômes grandissait de jour en jour. C'était presque une petite armée qui me suivait partout, en me fixant du regard. Ah, si les autres pouvaient voir ce que je voyais. Chaque visage était un hymne à ma gloire, à mon œuvre. Chaque visage me rappelait le soir où je l'avais assassiné. Je vivais les plus beaux jours de ma courte vie. Mais un événement a tout fait basculer. Quelqu'un avait eu la bonne idée d'imiter mon mode opératoire et de tuer des gens de la même manière que moi. Mais, en plus, ces victimes, il ne les choisissait pas au hasard, car il suivait mes pas. Il tuait alors les personnes de la même famille que mes victimes. Leur oncle, leur père, leur mère ou leur sœur, jusqu'à ce que je le retrouve. Il avait tout d'un fan inconditionnel. Il m'a même demandé un autographe, que je lui ai bien sûr signé, avec son propre sang. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce copycat minable, mais ce qui s'est passé après. Au matin, son fantôme avait bien rejoint les autres. Mais cette fois, cela ne me regardait plus. Ils étaient bien trop occupés avec le nouvel arrivant. Ils le torturaient, d'une façon ignoble. Même moi qui étais habitué à voir ce genre de choses, je ne pouvais pas m'empêcher de détourner les yeux de ce spectacle barbare. J'ai même eu de la pitié pour ce minable, c'est dire. Puis, j'ai enfin compris. J'ai compris pourquoi ils me suivaient, pourquoi ils ne disaient rien. Ils attendaient. Ils attendaient que mon heure soit venue, que je rejoigne enfin le royaume des esprits, qu'ils aient enfin leur vengeance. Comme pour ce copycat minable, ils avaient de grands projets pour moi, et pour cela, il ne leur fallait qu'attendre ce moment. Et en leur qualité de fantôme, attendre c'est ce qu'ils savaient faire de mieux. Bien sûr, j'ai essayé de m'excuser. J'ai pleuré, j'ai imploré. Mais rien n'a changé. Il restait de marbre, et rien que je fasse ne pouvait changer mon destin. Au bout d'un certain temps,
Je m'y suis résigné. À quoi bon? Maintenant que la police m'a attrapé et que je vais bientôt passer sur la chaise électrique, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je suis le seul homme sur Terre qui sait ce qu'il attend après sa mort. Une éternité de torture, infligée par les fantômes de ses victimes. Et ça, elles le savent bien, car je les vois en ce moment même, alors que je vous raconte mon histoire. Ce n'est plus cette expression qui m'accueillait chaque matin. Non, maintenant, pour la première fois, je les vois sourire. Mon copain, c'est le meilleur. Je n'ai jamais connu de garçon aussi doux et attentionné que lui. On s'est rencontrés il y a presque 1 an maintenant, alors que son ex venait de le quitter pour un autre. Tant pis pour elle, si elle savait ce qu'elle ratait. Beau, drôle, intelligent, il a tout pour lui. Bref, mon copain est parfait, tout simplement. Il a ses petits défauts, c'est vrai. Il n'est donc pas parfait aux yeux du monde. Mais il l'est aux miens en tout cas. Demain, c'est la Saint-Valentin. Notre première depuis que notre relation a commencé. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment, et je vais lui offrir bien plus que mon cœur. Je vais lui faire cadeau de celui de cette traînée de Sophie qui l'a tant fait souffrir l'année dernière. Il le veut tellement. C'est d'ailleurs juste après ça qu'on s'est rencontrés. C'est qu'il était charmant, vêtu de sa grande robe noire quand on s'est vu pour la première fois devant le lac, après les 12 coups de minuit. C'était si romantique. Si vous aviez vu son visage avec une expression de haine illuminée par les bougies et le clair de lune. Il était si beau. C'est fou. J'ai vraiment hâte qu'en échange de ce cadeau que je vais lui faire, son âme à lui aussi rejoigne ma collection. Mais ça, il ne le sait pas encore. Donc chut, c'est ma deuxième surprise. Le vent soufflait doucement cette nuit-là. Réponse était appuyée sur le rebord de la fenêtre de sa tour, laissant l'air frais de la nuit caresser son visage blanc. Ses beaux cheveux blonds occupaient une grande partie de cette petite pièce, dans laquelle elle était confinée depuis sa plus tendre enfance. Ils étaient disposés en un petit tas, dans un coin près de la porte. Oui, il y avait une porte, mais elle n'avait jamais été autorisée à l'utiliser. Elle avait toujours été fermée. Elle se détourna lentement de la fenêtre, laissant les volets ouverts pour permettre à une légère brise d'entrer dans la pièce. Puis, elle souffla la grande bougie près de son lit. Elle avait déjà 16 ans, et n'avait vu aucun autre être humain que sa mère, qui partait tous les matins à 8 heures, pour revenir le soir à minuit. Elle était en retard aujourd'hui, mais Réponse était trop fatiguée pour s'inquiéter pour elle, et également trop fatiguée pour entendre sa voix malfaisante lui lancer depuis le bas de la tour. Réponse, lance-moi ta chevelure. Réponse était allongée dans son lit sur le côté, respirant doucement. La seule lumière qui brillait dans la pièce était celle de la pleine lune. Elle s'endormit et se réveilla le lendemain matin avec un léger mal de crâne. Elle regarda par la fenêtre en s'étirant et ne vit aucune âme en vue, comme à son habitude. Réponse voulait partir. Elle voulait explorer le monde en dehors de cette prison étouffante, mais elle ne le pouvait pas. Sa mère l'aimait et elle avait besoin d'elle. Sans sa chevelure dorée et son chant de jouvence, elle ne pouvait pas conserver sa jeunesse et rester en parfaite santé. Mais elle voulait que quelqu'un d'autre l'aime aussi. Un prince peut-être, peu lui importait. Elle attendait cette personne spéciale depuis 2 ans, mais personne n'était venu à elle. Un jour, elle s'était même résignée, car elle se rendit compte après une longue période d'attente que sa mère et elle étaient les 2 seules personnes à connaître l'existence de la tour. Elle était sur le point de fermer les volets en bois, quand elle entendit un faible grognement d'en bas. Elle passa sa tête à la fenêtre, pour voir un jeune homme qui semblait avoir à peu près le même âge qu'elle, essayant de grimper le mur de pierre avec difficulté. Elle ferma les volets avec enthousiasme et recula, trébuchant presque sur ses cheveux. Après avoir surmonté sa confusion, elle courut vers les volets, criant depuis le haut de la tour. « Hé, ici !» Elle saisit ses cheveux et les jeta par la fenêtre, les regardant tomber en cascade le long du mur de la tour, comme un ruisseau scintillant. Ils atterrirent à côté de l'homme avec douceur. Il passa ses mains dans la chevelure soyeuse, et, à la fois intrigué et amusé, il leva les yeux pour voir le visage rayonnant de la jeune fille, qui venait de lui envoyer ses cheveux incroyablement longs. Réponse lui faisait signe avec ses mains qu'il devait les utiliser pour grimper. L'homme regarda les cheveux une nouvelle fois, se demandant de quelle façon ils pourraient bien être utilisés comme corde. Il décida ensuite qu'il valait mieux essayer,
que de s'asseoir là et de réfléchir à la situation. Après quelques efforts, il réussit finalement à grimper avec les cheveux et atteint le sommet de la tour. T'as de cheveux magnifiques. Qu'est-ce que tu fais dans cette tour? Je ne peux pas sortir d'ici. Ma mère me l'interdit. Répondit-elle tristement. Alors on va partir ensemble. Ça te va? Une voix se fit entendre d'en bas. Une voix que Réponse ne connaissait que trop bien. Réponse. Lance-moi ta chevelure. Réponse? C'est un joli nom. Moi c'est Flynn. Déclara le garçon. C'est ma mère. Vite, cachez-vous. Dit Réponse paniquée. Flynn regarda autour de lui et courut vers la garde-robe qui se trouvait au fond de la pièce. Il se cacha à l'intérieur et ferma la porte derrière lui. Réponse lança ses cheveux depuis la fenêtre et attendit que sa mère grimpe, lentement, mais avec toutefois plus de facilité que l'homme caché dans son armoire. Réponse, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Croissa la mère en serrant sa fille dans ses bras. Mère, ça ne fait qu'une journée. Ah oui, je le sais. Mais c'est si bon de te revoir. Quelque chose ne va pas? Demanda-t-elle intriguée. Mère Gothel scruta attentivement la pièce. Elle marcha à pas lents à travers celle-ci, déplaçant les objets comme si elle était à la recherche de quelque chose. Tu ne me cacherais pas quelque chose, mon chat? Demanda-t-elle. Non. Non, non, je ne vous cacherai jamais rien, mère. Elle s'approcha de l'armoire où se cachait Flynn. Elle en ouvrit brusquement la porte droite, pour la trouver vide, à sa grande satisfaction, Je suppose que ce n'était rien alors. conclut-elle en souriant, portant ses mains à sa taille. Elle était sur le point de partir, lorsqu'elle entendit l'autre porte de l'armoire s'ouvrir. Elle n'avait regardé que du côté droit de celle-ci, ignorant le gauche. Réalisant rapidement son erreur, et essayant de raisonner la femme, Flynn balbutia. Madame, attendez. Laissez-moi vous expliquer s'il vous plaît. Mère Gothel ne le laissa pas dire un mot de plus. Il fut sauvagement poignardé à l'estomac, à plusieurs reprises. Le sang ruissela de ses plaies, et Flynn tomba au sol dans un bruit sourd. Mort. La femme le regarda longuement, dégoûtée, et se tourna rapidement vers sa fille horrifiée, qui était recroquevillée dans un coin de la pièce. Quand je dis personne, ici c'est personne! S'énerva-t-elle. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait trouvés. Et que toi, tu les laissé entrer chez nous. Je ne t'ai imposé qu'une règle, une seule, et tu m'as désobéi. Une règle? Dit Réponse dévastée. Vous appelez ça une règle? Une règle simple? Vous m'avez enfermée dans cette tour toute ma vie, me privant du monde extérieur au-delà de la perspective que j'en ai de ma fenêtre. C'est pour te protéger. Mais de quoi? De la vérité. Réponse leva les yeux vers sa mère. La vérité? Peu importe, je veux que ce corps soit nettoyé dans l'après-midi. Déclara la femme agacée. La femme quitta rapidement la tour de la même manière qu'elle y était entrée, laissant Réponse à elle-même, seule avec le cadavre de Flynn. Cette nuit-là, Mère Gothel revint, Réponse, lance-moi ta chevelure. cria-t-elle depuis le pied de la tour. Pas de réponse. Réponse, j'ai dit lance-moi ta chevelure. Un nouveau silence. Après plusieurs tentatives infructueuses pour attirer l'attention de sa fille, elle décida d'utiliser l'escalier secret, longtemps fermé pour empêcher la jeune fille de s'échapper. Elle défonça la porte avec son pied pour entrer dans la pièce. C'était silencieux et sombre. On ne pouvait entendre qu'un son lent et monocorde. Gothel alluma la bougie près du lit de Réponse et leva la tête vers la source du bruit. Horrifiée, elle tomba à genoux. Sa fille bien-aimée était suspendue au chevron par ses cheveux, se balançant lentement d'avant en arrière. Ironiquement, la seule chose à quoi elle devait sa beauté, sa jouvence éternelle, venait tout juste de périr sous ses yeux, après avoir été pendue pendant de très longues minutes. Mère Gothel disparut en poussière dans d'atroces souffrances. Et quant à Réponse, ce qui faisait son incroyable spécialité, avait fini par devenir le catalyseur de sa propre mort. Cela remonte aux années 90, dans un petit village japonais, à une trentaine de kilomètres de la forêt d'Aokigahara. En moyenne, là-bas, une personne se suicide tous les 3 jours. Et pourtant, ces faits n'ont aucun rapport avec notre histoire. Cette dernière commence dans une petite maison isolée, en périphérie du village. Les habitants ne comprenaient pas que Madame Nishimura veuille vivre ici avec ses 2 filles. C'était, avait-elle dit, pour se rapprocher plus de la forêt, afin que ses enfants puissent se défouler loin du jardin de la petite maison. Et c'est bien ce qu'elle faisait, dès qu'elle le pouvait.
elles allaient courir seules dans les bois pour jouer à des jeux de petites filles bien connues. Pourtant, lorsqu'elles allaient s'y amuser trop tard, leur mère les rappelait rapidement à l'ordre, leur disant que la nuit, la brume aura vite fait de les égarer. Une mère vigilante, mais peut-être pas assez, ou plutôt, pas tout le temps. Ce récit commence vraiment lors d'une soirée d'automne. Il faisait assez froid, et pourtant, les deux petites filles, Nami, 9 ans, et Azami, 7 ans, n'étaient pas plus habillées que ça. Azami jouait tranquillement avec sa corde à sauter, tandis que Nami se balançait sur la balançoire du jardin. Leur mère, pendant ce temps, se démenait à leur préparer une tarte aux pruneaux, dont l'odeur envahissait peu à peu la pièce. Plus le temps passait, plus les gamines s'amusaient, et elles ne virent pas que la nuit commençait à tomber. En effet, ce soir-là, c'était la nouvelle lune, donc pas de lumière lunaire pour se guider. La forêt commença à se couvrir d'un voile de brume. Plongées dans leur jeu, à aucun moment les fillettes ne semblèrent remarquer que le brouillard, cette nuit-là, était beaucoup plus épais. Ce fut à ce moment-là que la petite Nami entendit un faible craquement de branches. Elle se tourna vers le son, mais celui-ci provenait de la forêt. Elle hésitait, car elle savait que si elle y allait, elle serait sermonnée par sa mère. Mais la curiosité, si présente chez les enfants, l'emporta finalement, et elle se dirigea vers la nappe de brume. La tarte était presque prête, il ne restait plus qu'à appeler les fillettes, et elles pourraient passer à table. La mère lança donc son appel par la fenêtre, légèrement entr'ouverte, mais ne reçut aucune réponse. À peine l'eut-elle refermée, que les lumières vacillèrent, comme lors d'une baisse de tension. La lampe de la salle à manger alla même jusqu'à griller complètement. Elle alla vérifier les plombs, mais ceux-ci n'avaient pas sauté. Ça devait venir de la ligne, se disait-elle. Elle irait bien sûr voir demain. Elle rappela ses filles, mais là encore, son appel resta sans réponse. Elle décida donc d'enfiler un manteau et d'aller les chercher elle-même, pour les gronder sévèrement. Elle tomba sur la petite Azami, qui regardait fixement la forêt. Elle allait s'approcher d'elle, lorsqu'elle s'aperçut que Nami n'était nulle part. Elle s'avança lentement vers sa fille, la retourna et lui demanda où était sa sœur. Azami lui répondit alors que sa sœur Nami était partie avec le grand monsieur. La mère fut parcourue d'un sentiment de peur, et elle demanda à sa fille où ils étaient allés. La gamine leva lentement le doigt vers le bois, et la mère tourna la tête. Elle ne vit d'abord rien, puis, en plissant les yeux, elle put effectivement apercevoir la silhouette d'un homme, ou dans tous les cas, de quelque chose d'humain, très grand, qui s'éloignait dans la brume. La mère ordonna à sa fille de retourner dans la maison, avant de s'élancer pour attraper la créature. Mais lorsque la pauvre femme l'eut atteint, la silhouette s'était fondue dans le brouillard. Elle chercha sa fille aînée durant de longues heures, sans succès, et le lendemain, la police du village retrouva le corps sans vie de Nami, brûlé et électrocuté, avec un câble électrique dénudé dans les mains. On comprenait mieux d'où venait la baisse de tension survenue quelques heures plus tôt. Si un jour vous souhaitez vous venger de quelqu'un, il existe un moyen. Cette personne doit vous avoir fait vraiment souffrir, parce que les épreuves que vous traverserez et les risques encourus pour mener à bien cette revanche sont potentiellement mortels. C'est décidé? Vous voulez toujours vous venger? Bien, prenez des notes, mais je refuse d'être tenu pour responsable si les choses tournent mal. Voyez-vous, les êtres ou entités qui vous aideront à vous venger ne sont pas des plus recommandables. Elles ne sont pas non plus des plus prévisibles. En clair, ces choses pourront décider ou non d'appliquer la vengeance demandée. Elles pourront aggraver les souffrances que vous avez souhaitées pour votre ennemi, même si cette personne a de la famille, notamment des enfants qui sont plus réceptifs. Il y a de fortes chances que selon l'humeur de vos exécutants, des gens innocents subissent les effets de la vengeance. Une fois qu'ils ont commencé, il est difficile de les arrêter. Par ailleurs, parfois, et sans jamais que des raisons précises n'aient pu être déterminées, ils s'en prendront également à vous. En clair, si vous suivez mes instructions, vous passerez un contrat avec des exécuteurs de basses œuvres, cruels et incontrôlables, qui se réserveront le droit de modifier à tout moment les modalités du contrat, sans préavis, de façon unilatérale, et même de se retourner contre vous si leur soif de douleur n'est pas apaisée. Vous voulez toujours? Eh bien, je me demande ce que cette personne vous a fait. En tout cas, je vous ai prévenu. Les consignes sont simples. Choisissez une journée de préférence ensoleillée.
et partez au plus tard vers midi. Vous devez absolument avoir quitté la forêt lorsque l'obscurité tombera. Au passage, plusieurs personnes ont rapporté qu'il leur semblait que le temps s'était anormalement accéléré une fois le rituel terminé, et qu'ils avaient à peine eu le temps de repartir, alors qu'il aurait dû leur rester plusieurs heures de marche. Vous pouvez vous déplacer à pied ou à vélo, de préférence tout terrain. Vous allez comprendre pourquoi. Les véhicules motorisés type quad ou motocross semblent faire échouer la mission, mais c'est vrai qu'ils offrent une certaine forme de sécurité en cas de repli. Veuillez emmener avec vous un objet de valeur à la hauteur de vos moyens. Ce doit être un sacrifice pour vous. L'argent liquide est accepté, tout objet précieux aussi. Les inconscients ayant tenté de tricher avec un chèque ou une carte bleue ne sont plus en état d'expliquer les raisons de leur stupidité. Il vous faudra également des allumettes ou un briquet, une tablette de chocolat de qualité ou une autre friandise, et une dose de drogue, légale ou non. Prévoyez aussi de quoi écrire. Rentrez dans la forêt et ne perdez jamais de vos yeux vos camarades si vous êtes accompagnés. La personne la plus désireuse d'effectuer le rituel de vengeance devra prononcer 3 fois les noms des entités que je refuse de vous retranscrire ici, en leur exprimant son souhait de les rencontrer ainsi que les raisons, et ce, avant d'avoir parcouru 1 kilomètre dans la forêt. Veillez à être aussi loin que possible d'autres personnes à ce moment. Une fois la demande formulée, il semble que ce qui se passe ensuite puisse toucher tout le monde dans un rayon plus ou moins étendu, et vous ne voudriez pas mettre des personnes non préparées en danger, n'est-ce pas? Si vous échouez, ou si la demande n'est pas à leur goût, vous en serez quitte pour une bonne balade. Les choses pourraient être pires, croyez-moi. Si votre requête est acceptée, un sentier que vous n'aviez jamais remarqué auparavant apparaîtra au détour d'un virage, sur votre gauche, au bout de quelques centaines de mètres. Empruntez-le. D'abord un petit chemin, il deviendra de plus en plus impraticable. Pierre, sable ou boue, ronces acérées, orties, racines protubérantes, dénivelé improbable pour la région. Tout est fait pour vous ralentir et vous décourager. Ne rebroussez pas chemin, il est déjà trop tard. Vous devez avancer pour avoir une chance de survie. Si vous apercevez des animaux sauvages, ne les regardez pas trop, même s'ils vous paraissent anormalement peu farouches. Vous pourriez remarquer sur eux des anomalies qui vous feraient perdre l'esprit. Important, si vous tombez sur une meute de chiens errants, cela signifie que les entités ont changé d'avis. Je vous ai déjà dit qu'elles étaient lunatiques. Dans ce cas, déposez la drogue et la friandise sur la souche d'arbre la plus proche. Ainsi, vous pourrez passer au milieu des chiens sans qu'ils vous attaquent, même s'ils grogneront et aboieront. Sans offrande, ils vous prendront en chasse, et s'ils parviennent à vous attraper, ils vous tailleront en pièces. Ce serait dommage, étant donné que dans ce cas de figure, le monde des vivants se trouve à quelques centaines de mètres après les chiens. Si vous ne croisez pas de chiens, vous allez pouvoir, peut-être, obtenir votre vengeance. Vous devriez apercevoir une sorte de hameau abandonné, constitué de maisonnettes en bois. Toutes seront brûlées, sauf une. Elle est pour vous. Sortez votre papier et votre stylo. Rédigez une sorte de contrat daté du jour, comportant vos noms à tous, ainsi que celui que l'on donne aux choses. Expliquez qui vous voulez viser, pourquoi et quand. La date doit être avant le 31 décembre de l'année en cours. Et surtout, quel sera le châtiment? C'est le moment d'avoir de l'imagination. Vous pouvez tout souhaiter, de l'impossibilité d'obtenir satisfaction chez le coiffeur, aux aigreurs d'estomac, ou flatulences permanentes, en passant par la ruine financière. Ou pire. Une fois les modalités d'exécution du contrat couchées sur le papier, précisez le paiement offert en échange du service, signez tous de vos noms et prénoms, puis placez le contrat et les objets de valeur dans la maisonnette. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité, puis mettez-y le feu. À présent, dépêchez-vous de partir par là où vous êtes arrivés. Ne vous retournez pas. Et j'insiste là-dessus, ne vous retournez vraiment pas. Ne perdez pas de temps et ne vous perdez pas de vue les uns les autres. Si l'un d'entre vous s'égare, ne prenez pas le risque de retourner en arrière. Vous connaissez les risques avant de venir. Ce que vous avez souhaité à votre ennemi lui arrivera à la date souhaitée, comme vous l'avez demandé. Si votre cadeau est jugé suffisamment précieux, et si les choses vous ont à la bonne, si vous ne constatez rien d'anormalement grave dans votre vie au bout d'1 an jour pour jour, vous pouvez normalement vous considérer comme tiré d'affaire. Vous pouvez toutefois souffrir d'effets secondaires pénibles, mais sans gravité comparé au reste. Ils peuvent être migraines, nausées, troubles du sommeil, comme des insomnies, des cauchemars ou des terreurs nocturnes, une sensation permanente d'être observé, des acouphènes ou autres sons qu'on est seul à percevoir, ou une malchance chronique. Si cela peut vous consoler, il ne dure jamais éternellement. Il n'y en a jamais plus d'1 ou 2 à la fois par personne. Pour ma part, il y a plus de 3 ans que j'ai cessé de voir des ombres dans mon miroir.
Les rêves ne se réalisent pas toujours, avait-on toujours dit à Ariel. Certaines choses sont impossibles, mais la petite sirène avait toujours gardé espoir. Et maintenant, elle allait leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Ce soir, elle tiendrait l'amour de sa vie dans ses bras. Elle le regardait depuis des années, chaque jour au coucher de soleil. Eric arrivait au bout du quai. Il était assis là, balançant ses pieds au bord de l'eau, assis sur l'extrémité du ponton, et fixant les oranges brillants et les roses chatoyants du coucher de soleil. Ariel pouvait passer des heures à le regarder, et bien qu'elle ne lui avait jamais parlé, elle savait qu'il partageait quelque chose de spécial. Il avait grandi depuis qu'elle l'avait vu pour la première fois. Ses jambes pendaient toujours plus près de l'eau chaque année qui passait. Il y avait aussi ces pierres qu'il lançait de plus en plus loin, et qu'Ariel récupérait chaque fois, les chérissant comme de précieux bijoux. Elle aussi avait changé. Elle avait de longs cheveux écarlates et des yeux bleus magnifiques. Mais ses nageoires étaient plus longues, plus imposantes, et une radieuse lanterne bioluminescente avait également poussé sur le sommet de son crâne. Les bulbes verts étaient considérés comme quelque chose d'une grande beauté et d'une grande rareté dans le monde sous-marin. De nombreux mâles sirènes étaient venus la courtiser, mais son cœur appartenait à un autre, à Eric. Elle passa une main dans ses cheveux, utilisant l'autre pour reposer sa joue écailleuse dessus. Elle se souvint avec émotion du premier jour où il l'avait remarqué. Elle s'était approchée bien plus près de lui, malgré l'interdiction de son père le roi. Quand il avait remarqué que sa magnifique lanterne émeraude brillait, il avait regardé avec émerveillement dans l'eau trouble. Flatté, Ariel avait rougi, faisant briller sa lanterne d'autant plus. Maintenant, chaque soir, alors qu'il venait se poser sur la jetée, il ne regardait plus les couchers de soleil. Il n'avait Dieu que pour cette magnifique lanterne verte et brillante. Ariel ne pouvait pas être plus heureuse, et chaque jour, elle osait s'approcher un peu plus de lui. Ce soir-là, il lui avait souri, et elle lui avait souri en retour. Elle allait sortir de l'eau pour le rejoindre, mais, alors qu'elle s'apprêtait à le faire, elle le vit enlever sa chemise et ses chaussures. Perplexe, elle se retira sous les vagues. Puis, l'exaltation. Il plongea pour la rejoindre. Oh, comme leur rencontre avait été heureuse. Avec quelle rapidité elle l'avait pris dans ses bras. Elle pleurait de joie, le serrant fort contre elle. Ils étaient enfin ensemble, et nagèrent tous deux pendant des heures. Puis, elle le prit par la main, et le conduisit chez elle sous les vagues. Depuis lors, personne ne put être plus heureux que ce petit couple. Jour après jour, le sourire d'Ariel grandissait. Elle savait qu'elle avait trouvé le bonheur. Il refusait de manger quoi que ce soit. Mais les humains avaient-ils vraiment besoin de manger de toute façon? Un jour, sa tête s'était détachée de son cou, mais elle l'avait recollée avec du plancton. Elle avait ensuite replacé ses cheveux filandreux, qui semblaient vouloir totalement quitter son cuir chevelu. Elle était ravie. Avec ses yeux devenus blancs, il était encore plus beau. Tout le monde lui avait dit que c'était impossible pourtant. Mais au final, que savait-il? Les rêves ne se réalisent pas toujours, lui disait-il à répétition. Mais, au final, la morale de cette histoire est bien que lorsqu'on y croit avec ferveur, un miracle est vite arrivé. Cela fait maintenant plusieurs mois que ma chère Mia m'a laissé tomber du jour au lendemain. Je ne sais pas avec qui, ni où, ni pourquoi. Suite à cette brutale rupture, je suis tombé en dépression. Mon psy m'a conseillé de régler mes problèmes moi-même. Oui, c'est un incompétent. Mais il fait partie d'une association caritative, donc il est gratuit. Il paraît que ça aiderait à redevenir heureux et en bonne santé mentale. J'ai donc suivi son conseil, et rédigerai ma progression sous forme de journal, pour ne pas perdre de temps. Si quelqu'un trouve ce carnet, il est prié de me le rendre aussi vite que possible sans poser de questions. Jour 1. J'ai entrepris de parler à tous ceux que Mia a pu connaître pour apprendre un maximum d'informations pour ainsi caresser l'espoir de retrouver ma femme. J'ai déjà une piste. L'enfoiré qui a volé l'élu de mon cœur s'appelle Kevin et habite à Marseille. Un cassos bien cliché. J'ai tellement excité à l'idée de retrouver ma compagne que je ne mange même plus. Ma dépression m'aide aussi, c'est vrai. Jour 2. Je continue mon enquête 23h/24, avec 1 heure pour dormir. Le café c'est incroyable. Sinon à part quelques détails sans intérêt, je n'ai rien découvert de plus. Jour 7. Je l'ai. J'ai l'adresse de Kevin Montfort. Cette nuit j'irai voir ma chérie comme je l'appelle, et je la ramènerai à la maison. Je la kidnapperai s'il le faut. Bon, j'y suis allé.
La chambre de Mia était toute sale, et on aurait dit qu'elle non plus ne se lavait pas. Cet enfoiré s'occupe vraiment mal d'elle. Je l'ai toujours chérie, je me suis toujours occupé d'elle comme d'une déesse. Lorsque je suis rentré, elle dormait à point fermé. Je vais pas tourner autour du pot, je l'ai mise dans ma voiture sans la réveiller. Une fois chez moi, je l'ai couchée dans mon lit, et j'ai dormi sur un matelas par terre cette nuit-là. Et je l'ai laissé faire de jolis rêves. Jour 8. J'ai réveillé la femme de ma vie avec un petit déjeuner au lit, et lui ai calmement expliqué tout ce que j'avais fait pour elle. Elle m'a écouté attentivement, mais lorsque je lui ai demandé pourquoi être partie avec Kevin Montfort, elle n'a pas voulu me répondre. Je pense qu'elle commence à réaliser que c'était une erreur d'être partie. Je me suis occupé d'elle toute la journée et on a fait toutes sortes d'activités ensemble. J'ai mangé pour la première fois depuis très longtemps. Je suis aux anges. Jour 9. J'ai appelé mon psy pour lui dire que je n'avais plus besoin ni de ses services, ni de ses médicaments. Bien sûr, il a tout de suite objecté, mais je connais les docteurs. Ce sont des sacs à foutre. Sinon, j'ai reçu un autre appel, de Kevin. J'ignore comment il a obtenu mon numéro. Il voulait revoir Mia. La bonne blague. Je lui ai dit qu'il pouvait aller se faire foutre. Il me la volera pas une deuxième fois. Jour 10. J'ai demandé à ma femme de m'embrasser et elle a accepté. J'étais tellement heureux. Elle est si belle, douce. Je crois que je peux dire sans trop mouiller que je ne suis plus dépressif. Je vais arrêter l'écriture de ce journal. Jour 15. Je veux que Kevin meure dans d'atroces souffrances. Cet enflure m'a volé ma chair et tendre à nouveau dans la nuit. Il est entré chez moi avec les flics pour la reprendre. Et maintenant j'ai un procès au cul. Saloperie de croque-mort. Si vous vous baladez au hasard la nuit, dans les rues peu fréquentées de Shinjuku à Tokyo, il vous sera peut-être encore possible, à l'écart des love hotels et des salons de massage, de tomber sur une étrange boutique. Une simple bâche plastifiée, semblable à un rideau de douche, en masquera l'entrée. À l'intérieur, vous trouverez des milliers de DVD entassés partout, sans ordre, le long des murs ou en tas au milieu de la pièce. La plupart sont des films X ou des vieilles séries B d'occasion. Par une porte entrouverte, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir dans les toilettes, accrochée près du miroir, la mignonne photo d'un bébé singe tout noir et tout fripé, les yeux fermés, tétant un sein de femme. Sous la photo, quelqu'un aura gribouillé à la craie un simple mot, Bureindo. Une très vieille femme tiendra le comptoir. Si vous ne lui parlez pas japonais, elle ne vous répondra pas. Si vous lui parlez japonais, en revanche, vous pourrez lui demander à voir les VHS. Elle n'ira d'abord avoir la moindre cassette dans son magasin. Vous devrez insister, et probablement lui faire don de quelques yens. Elle vous conduira alors dans l'arrière-boutique. Ici, à même le sol, seront alignées une petite vingtaine de VHS noirs, sans coffret. Aucune inscription, si ce n'est écrit au feutre blanc, en lettres latines, quelques codes mystérieux tels que MASD 002, KT 606, MKD 04 ou LPS 008. Si vous payez quelques yens de plus, elle vous laissera seule dans l'arrière-boutique, avec une vieille télévision et un magnétoscope. Vous pourrez alors regarder les films. Vous découvrirez ce que peu de spectateurs ont vu. Des hommes et des femmes torturés avec des clous ou des aiguilles, des bouches cousues, des seins mutilés, de jeunes personnes forcées d'ingurgiter des insectes, de se rouler dans du sang d'animaux et d'accomplir des actes répugnants. Quand vous serez lassé, si vous en voulez plus, demandez à voir la seconde collection de VHS. À nouveau la boutiquière n'ira. À nouveau vous en aurez pour votre poche. Elle vous conduira alors par un petit escalier à la première cave. Ici, le bâtiment semblera abandonné. Les couloirs seront sombres, obstrués de plâtre et de morceaux de faïence brisés. Si vous abandonnez quelques instants votre guide pour faire un petit tour du lieu, vous découvrirez une porte close, sur laquelle on a tagué un grand singe noir aux yeux semblables à 2 trous blancs. Des moisissures auront couvert le sol au pied de l'animal. Quelqu'un aura tracé 5 lettres, avec son doigt, au milieu des champignons humides. Bureindo. Rejoignez la vieille boutiquière. Elle vous attendra près d'une autre porte, celle-là complètement rouge. L'odeur sera insupportable. Vous n'aurez d'autre choix que de vous asseoir à même le sol, devant une télévision encore plus antique que la première. Des coulures et des taches couvriront une partie de l'écran. Un vestiaire vous attendra dans le coin le plus sombre de la pièce. La femme vous donnera une petite clé et une serviette, puis elle vous laissera seule. Ouvrez le vestiaire. À l'intérieur, vous trouverez un grand sac et 6 cassettes, vierges de toute inscription. Le sac bougera, comme s'il grouillait de choses vivantes. N'ayez pas la malheureuse curiosité de l'ouvrir. Vous pourrez mettre une cassette dans le magnétoscope. Elles ne montreront rien d'autre que la mort et la putréfaction.
Vous n'aurez jamais connu la mort avant d'avoir vu ces films. Ne vous avisez pas de voler l'une des VHS. Quand vous aurez terminé, sortez. La femme vous attendra derrière la porte. Rendez-lui la clé. Elle vous pressera de partir. Mais n'en faites rien. Demandez à voir le film. Elle vous demandera lequel. Répondez simplement « le film ». Elle n'aura pas l'air surprise et ne demandera pas d'argent. En fait, elle ne vous dira rien. Elle vous tournera le dos et s'enfoncera dans les couloirs abandonnés. Suivez-la. Elle vous mènera à une trappe, dissimulée sous un tas de cartons, à proximité du graffiti de singe. Vous descendrez par une longue échelle. Vous descendrez jusqu'à la seconde cave. En bas, tout sera rouge. Une pièce ronde et vide. Au centre, le sol sera percé d'une plaque d'égout. Un verrou en interdira l'accès. Une télévision vous attendra. Une télévision des premiers modèles. Une télévision préhistorique, délabrée, à l'écran fissuré et couvert d'une épaisse couche de poussière et de graisse. Il n'y aura plus ni cassette, ni magnétoscope. Juste la télévision. L'écran s'illuminera soudainement. De la neige apparaîtra. Vous entendrez des gloussements, des cris rauques, des grognements de bêtes. Puis, vous verrez les premières images du film. Un souterrain noir, une femme, un monstre noir, énorme, un monstre aux yeux blancs. Fermez les yeux, mettez vos mains devant vos paupières et ne regardez pas. Malgré tout ce que vous aurez déjà vu, ne regardez pas. Vous entendrez des choses horribles. N'ouvrez pas les yeux, ne baissez pas vos mains. Le film se terminera sur un sifflement strident. Alors, vous pourrez enfin ouvrir les yeux. Sur l'écran, il y aura 5 caractères, et leur reflet dans la plaque d'égout au centre de la pièce formera le mot Buraindo. Les gloussements ne cesseront pas. Ils ne viendront plus de la télévision. Ils viendront d'en dessous. La télévision s'éteindra. Tapez contre les barreaux de l'échelle et faites vite. La femme ouvrira la trappe au-dessus de vous. Ne lui demandez plus de voir le film. Demandez-lui de vous montrer la réalité. Vous n'aurez pas besoin d'insister. Elle vous jettera une clé et refermera la trappe. Prenez la clé et dirigez-vous vers la plaque d'égout. Mettez la clé dans la serrure et ouvrez le verrou. Devant vous, il n'y aura plus qu'un puits noir. Il n'y aura rien que l'obscurité. L'obscurité et les gloussements de Buraindo. C'était une nuit silencieuse et sans lune. J'étais seul à la maison ce soir-là. J'étais allé me coucher, mais je n'arrêtais pas de gigoter, incapable de trouver une position confortable. Je me sentais inexplicablement inquiet. Quelque chose ne tournait pas rond. Je me tournais et me retournais encore, mais cela ne m'avançait pas davantage. J'ai fermé les yeux, mais cela n'a pas fait de grande différence. La pièce était tellement sombre qu'il était impossible d'y voir quoi que ce soit. J'étais allongé, désormais silencieux et immobile. Mon corps s'est enfin détendu, et j'ai senti ma conscience s'engourdir doucement, me préparant ainsi pour mon repos tant attendu. Soudain, quelque chose a brisé le silence et j'ai ouvert mes yeux en grand, tandis que de nombreuses idées angoissantes assaillaient en même temps mon esprit. Toc toc. C'était sans aucun doute ou presque le son d'un poing contre le verre. Mais non, cela ne se pouvait pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait réveiller des inconnus chez eux? Sois logique. Si quelqu'un voulait s'introduire chez moi, pourquoi frapperait-il à la fenêtre? Il suffirait de la briser et de faire éruption bruyamment. À moins qu'on essaye d'être le plus discret possible. Pourquoi frapper? Les monstres n'existent pas. Ça ne m'a pas beaucoup rassuré. J'aurais bien sûr pu regarder par la fenêtre, mais je me suis tourné de l'autre côté, trop angoissé pour tourner la tête, et craignant d'avoir la peur de ma vie en regardant au travers. Mais tout de même, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Peut-être que 2 oiseaux s'étaient simplement heurtés à la fenêtre. Non, c'était trop invraisemblable. Peut-être des gamins qui se promenaient et frappaient aux fenêtres pour s'amuser. C'était déjà plus réaliste. Je me suis de nouveau dit que c'était peut-être juste mon imagination. J'avais peut-être entendu un craquement ordinaire de la maison, et mon imagination l'avait transformé en quelque chose d'autre. Toc toc. Non, ce n'était définitivement pas mon imagination. Ces satanés gosses n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Ils continueraient tant qu'ils n'auraient pas provoqué de réaction. Mais peut-être qu'une créature horrible m'attendait dans la rue pour m'attaquer au moment où je sortirais. Non, ne sois pas aussi paranoïaque.
Et puis il était dehors, alors que j'étais à l'intérieur. Et je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc je savais que j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas. En plus, ça ne faisait pas longtemps que j'avais déménagé ici. Peut-être que les enfants penseraient que je dormais, et qu'ils me laisseraient tranquille. Toc, toc. Non, ça ne pouvait pas être des enfants. Aucun enfant ne persisterait aussi longtemps pour réussir à énerver quelqu'un. Il aurait fini par s'ennuyer, et il aurait réessayé plus loin. Mais alors qu'est-ce que ça pouvait être? Pourquoi un tueur en série aurait-il jeté son dévolu sur moi, plutôt que sur quelqu'un d'autre? Sois logique, les monstres n'existent pas. Ne sois pas aussi paranoïaque. Ils étaient dehors alors que j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer. J'étais en sécurité. Mais si ce n'était ni un monstre, ni un assassin, alors qui était-ce? Je devais simplement faire semblant de dormir. Peut-être partirait-il. Toc, toc. Bonté divine, impossible de ne pas penser à ce frappement. Que je haïssais ce bruit incessant. Pitié, il fallait qu'ils partent, qu'ils me laissent tranquille. Peu importe qui c'était, ils allaient finir par rentrer et me faire des choses affreuses. Expire. Maintenant, inspire profondément. Je sentais mon cœur qui battait à tout rompre pour reprendre un rythme détendu. Les monstres n'existent pas. Il fallait que je me rappelle. Ils étaient dehors, et j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer. Donc, j'étais en sécurité. Je devais me le répéter, et ne pas permettre à la peur de me vaincre. Il fallait que je fasse semblant de dormir, et que je ne bouge pas. Toc, toc. Rappelle-toi, ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas. Fais semblant de dormir, et prie pour que ça s'arrête. Toc, toc. Rappelle-toi, ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les larmes ont commencé à couler. Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. J'ai commencé à chuchoter pour moi-même. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Toc, toc. Je ne pouvais plus le supporter. J'allais devenir fou à force d'entendre ce bruit. Au final, si je regardais qui c'était, je me calmerais. J'ai inspiré profondément. Je me suis encore une fois répété. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur. Je n'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. J'ai encore inspiré quelques fois. Mon cœur battait tellement fort qu'il semblait prêt à s'échapper de ma poitrine. J'ai lentement tourné la tête vers la fenêtre. Mon cœur s'est figé, et j'ai été trop effrayé pour crier ou remuer. En tournant la tête, j'ai vu un visage pâle, avec des yeux semblables à des perles noires, qui semblaient me fixer jusqu'au tréfonds de mon âme. Un sourire affreux traversait son visage. Pendant tout ce temps, ça avait frappé à la fenêtre depuis l'intérieur de ma chambre. Je suis infirmière dans une maison de retraite. Il y a environ 1 mois, une nouvelle pensionnaire est arrivée. On nous a prévenu qu'elle souffrait de démence, diagnostic qui nous a surprises, mes collègues et moi. En effet, après avoir discuté un peu avec elle, nous avons constaté qu'elle était parfaitement cohérente et ne semblait pas avoir de problème de mémoire. Pour une femme de presque 80 ans, elle était très vive. Bien qu'aimable et polie, elle avait du répondant. Nous nous sommes très bien entendus. Le lendemain de son arrivée, je travaillais de nuit. Comme la plupart des centres de soins, chacun de nos pensionnaires dispose d'un bouton près de son lit, qu'il peut presser pour appeler un membre du personnel s'il a besoin de quelque chose. Vers 2 heures du matin, nous avons reçu un appel de sa chambre. Je suis allée jeter un coup d'œil pour m'assurer que tout allait bien. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle s'est excusée, m'expliquant qu'elle avait appuyé sans le faire exprès. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, et je suis partie pour vaquer à mes occupations dans le couloir. Alors que je m'éloignais de sa chambre, l'alarme de l'appel retentit à nouveau, et une autre infirmière se précipita vers la chambre. Elle referma la porte derrière elle, mais j'étais suffisamment proche pour entendre leur conversation. Je n'écoute pas aux portes, j'étais juste encore dans le couloir, et l'absence de bruit de la nuit m'a permis d'entendre. Ma collègue demanda si elle avait besoin de quelque chose, et pourquoi elle avait appelé une 2e fois. La vieille femme toussa pour s'éclaircir la gorge et commença. « Votre collègue ?» Elle hésita. « Madame Tanaka, avez-vous eu un problème avec elle ?» l'encouragea l'infirmière.
Je ne parle pas d'elle, mais de la femme qui est entrée en même temps. Elle m'effraie. Vous voyez bien qu'elle a 2 visages. Elle me fait vraiment peur, répondit la vieille femme. Ma collègue fut surprise par cette réponse. Ne la laissez pas vous duper. Elle veut vous tuer. Elle a un visage magnifique, mais si vous la regardez dans les yeux, elle vous dévorera. Surprise et un peu inquiète, l'infirmière s'exclama. Mais madame, personne d'autre n'est entré. Il y a erreur. Mais ne la voyez-vous pas? Elle est juste derrière vous, aboya notre pensionnaire. Son changement de ton fut si soudain que je ressentis un frisson me parcourir l'échine. C'était fort désagréable d'entendre cette dame d'un naturel si affable hausser le ton, et ça semblait tellement absurde quand on connaissait son tempérament habituel. Ma collègue se tenait probablement près de la porte, et les portes de notre établissement n'ont pas de fenêtres. Par quoi avait-elle bien pu se sentir observée? Vers 3 heures du matin, j'ai fait une légère sieste, prête à me réveiller à tout instant si besoin, mais rien n'est venu perturber mon sommeil. À mon réveil, tout était calme. Vers 7 heures du matin, je suis retournée voir la nouvelle pensionnaire, et j'ai discuté un peu avec elle. Elle ne semblait pas m'en vouloir, et notre conversation fut plaisante. Après avoir fini ma semaine de travail, je suis rentrée chez moi, sans trop y penser. Les choses avaient bien changé quand j'y suis retournée 2 jours plus tard. Au cours des 2 dernières nuits, à partir d'1 heure du matin, la vieille dame m'avait appelé du personnel toutes les heures jusqu'à ce que le soleil se lève. À chaque fois, ses paroles étaient délirantes. Il y a des gens dans ma chambre, ils me fixent et je n'arrive pas à dormir. Il y a quelqu'un d'accroché au plafond là, ne le voyez-vous pas? Elle était terrorisée par ces visions, au point qu'il était difficile pour le personnel de la calmer. Ça fait plus d'1 mois que ça dure. À chaque fois, c'est le même manège. Vers 1 heure du matin, un membre du personnel est appelé, et la vieille dame se plaint d'une présence dans sa chambre. Lorsque je monte, je me heurte toujours à la même réponse. Veuillez m'excuser, j'ai appuyé sur le bouton par erreur. Je ne souhaitais pas vous appeler. Quelques secondes plus tard, elle appelle une 2e fois, et explique que la femme qui vient de la visiter l'effraie. Je pense que cette femme a peur de la mort. Elle en est si terrifiée que ça affecte son quotidien. Je maintiens que c'est l'une des patientes les plus agréables que nous ayons eues dans notre centre. Il est difficile de croire qu'elle souffre de démence. Enfin, jusqu'à la tombée de la nuit. Parfois, une question m'effleure. Peut-elle vraiment voir quelque chose qui nous est invisible? C'est une idée que j'ai toujours eue dans un coin de ma tête. Peut-être que les visions de certains de nos patients sont réelles. Peut-être qu'ils disposent de capacités que nous n'avons pas, et que leur diagnostic n'est qu'une façon pour nous de balayer sous le tapis des choses qui feraient s'effondrer notre vision de la réalité, un peu comme un fragile château de cartes. Je n'ai jamais été croyante, mais il m'arrive parfois de prier pour elle, pour qu'elle puisse dormir tranquille, sans être perturbée par ces visions. Je prie aussi pour moi, pour ne jamais avoir la capacité de voir cette étrange entité qui, d'après cette vieille dame, semble me suivre. Oh Mathilde, la nuit est tombée. Ta chambre est calme, très calme. Tu sais que tu ne risques rien. Tu n'es pas seule dans la maison. Tes parents sont là et dorment paisiblement dans leur chambre. Et ton petit ami, qui vit à seulement 2 pâtés de maison, t'a assuré que s'il y avait un problème, il accourrait. C'est un type bien. Tu es bien entouré et tu en as conscience. Pourtant, ce soir plus qu'un autre, tu frissonnes. Mais tu ne devrais pas, Mathilde. Il est très précisément 2h57 et tu sais que dans quelques minutes je serai là pour te protéger moi aussi. Et encore une fois, tu vas tout faire pour m'ignorer. Je commencerai par m'asseoir au bord de ton lit, te racontant ma journée. Mais, feignant de ne pas m'avoir entendu, tu n'en feras pas de même. Ensuite, je viendrai m'allonger à tes côtés, t'enlaçant et te susurrant des mots doux à l'oreille. Tu n'y prêteras pas attention, du moins, tu feras semblant de ne pas y prêter attention. Puis, je caresserai ton doux visage du bout des doigts. Tu es vraiment radieuse quand tu dors, même si là aussi, tu fais semblant.
Il est 2h58. Je peux te voir te tourner plusieurs fois dans ton lit. Tu es nerveuse, il ne faut pas. Tu soupires, porte tes mains à ton front et articule quelques mots. Pitié, laisse-moi tranquille. Je n'aime pas te voir comme ça. La simple idée que quelqu'un puisse te mettre dans un tel état d'anxiété me retourne l'estomac. Sache-le, Mathilde, si le responsable de tes maux se trouvait face à moi, je lui referais le portrait. Il est 2h59. Quelques gouttes de sueur perlent sur ton front. Tu saisis ton téléphone et commences à écrire un texto à ton copain. Tu ne sais pas si tu dois l'envoyer, si cela vaut la peine de le déranger à une heure pareille, ni même si cette peur est fondée, rationnelle. Oh Mathilde, tu sembles avoir si peur. Si lui parler peut te rassurer, fais-le enfin. Tu reposes ton téléphone sur ta table de nuit, saisis une bouteille et prends une grande gorgée d'eau. Tu as raison, c'est bon de s'hydrater. Tu dois avoir la gorge sèche. J'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras pour te réconforter, pouvoir t'embrasser tendrement. Hélas, notre amour est impossible maintenant. Je le sais si bien. Il est maintenant 3h du matin, et je peux enfin sortir de ma cachette préférée, ton placard. Ce soir, je ne vais rien faire comme d'habitude. Plutôt que de te contempler de loin comme d'ordinaire, je me glisse avec toi sous ta couette et je t'enlace. Tu sens ma froideur cadavérique, mes doigts décrépits et mon souffle d'outre-tombe dans ton cou. Ce n'est pas raisonnable ce que je fais, tu es déjà en couple. Mais où est le mal? De toute façon, est-ce qu'il me connaît déjà? Je suis désolée. Crois-moi, je m'en veux terriblement. Je prie tous les jours pour que tu retrouves le repos et que tu sois heureux là-haut. Mais par pitié, va-t'en. Va-t'en maintenant. Là-haut, il n'y a pas de là-haut, ma douce. À présent, tu repenses à ce que tu as fait. Ce soir, plus que les autres, tu te sens coupable. Tellement coupable. Non seulement, tu n'as pas appelé les secours, alors que j'étais en train de m'étouffer avec ton délicieux repas de Saint-Valentin. Mais en plus, tu m'as remplacé aussitôt. D'ailleurs, elle était à base de quoi cette sauce? Ça m'intrigue. Tu sais que je suis extrêmement allergique aux cacahuètes, Mathilde. Oh oui, tu le sais. Tu n'aurais pas fait ça. Je savais que tu ne m'aimais plus. Si tu ne m'avais pas quitté par toi-même, je serais parti de ma propre initiative, tu sais. Pour ton bonheur. Hélas, manque de bol. Je suis mort avant. Je te promets. C'était une erreur. Juste une erreur. Une erreur monumentale, Mathilde. Une erreur qui m'a coûté la vie. Je te tourne vers moi, et à présent tu me fais face. Je te demande une nouvelle fois de promettre que ce n'était qu'un accident. Je te le jure. Crois-moi. Oh, Mathilde, ce petit sursaut de sourcil, le fait que tu te mordes la lèvre, cette goutte de sueur qui perle sur ton front. Je te connais si bien. Tu es une menteuse. Allez, dis-le. Je suis désolée, Je suis désolée. J'avoue, c'est moi. C'est moi qui t'ai tué mon cœur. Je m'en veux terriblement. Je te veux à mes côtés. Je ricane, tu mens si mal à nouveau. Mais, soit, si c'est là ce que tu veux, j'en serre mes mains autour de ton cou. Tu te débats, tu tentes de crier, mais aucun son ne sort de ta bouche. Oh Mathilde, tu seras à mes côtés pour toujours à présent. Il n'y a pas si longtemps, j'ai remarqué un bruit étrange provenant du climatiseur dans le mur du salon. Au début, c'était presque imperceptible comparé au bruit typique d'un appareil. Ça a commencé par un léger cliquetis, qu'on ne pouvait entendre que quand la machine était allumée. Je l'ai d'abord attribué à l'âge de l'appartement, et à celui de son électroménager. Dans l'ensemble, les appareils n'étaient pas si vieux, mais sans un entretien régulier, les choses s'usent et se cassent très rapidement.
Tout dans cette habitation faisait du bruit. La machine à laver tremblait, le lave-vaisselle faisait penser à un jet en train de décoller, et le frigidaire claquait toutes les minutes et produisait un bourdonnement si puissant que je devais augmenter le volume de la télévision pour pouvoir écouter mes émissions. Vous vous doutez donc que ça ne me paraissait pas bien grave si l'air conditionné cliquetait un peu de temps en temps. J'avais fini par me convaincre que ce n'était du calage de l'appareil, mais c'était avant qu'il ne se mette à faire ce bruit de plus en plus souvent. Je l'ai remarqué pour la première fois le jour où je l'ai allumé, et que le bruit ne s'est pas arrêté après quelques secondes comme il en avait l'habitude. Je me suis dit qu'il valait mieux prévenir le propriétaire, pour que la maintenance vienne résoudre le problème. Après environ 1 minute, le bruit ne s'est plus fait entendre, et cette pensée a sombré dans mon esprit. Une semaine était passée quand j'ai remarqué d'autres événements étranges. Des grattements dans les murs, l'électricité qui s'éteignait et se rallumait, et parfois un claquement sourd pendant la nuit. Encore une fois, des choses qui pouvaient arriver à cause de l'âge des installations. Peut-être qu'une souris était rentrée dans le mur, ou bien un voisin bruyant qui venait d'emménager. Je me disais qu'on pouvait trouver une explication à tout. À côté de ça, je travaillais beaucoup et n'avais pas énormément de temps libre à dépenser, donc ça ne me perturbait pas. Mais quand les objets se sont mis à disparaître dans mon petit appartement d'une chambre, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Je n'avais pas passé de temps chez moi pendant ce qui m'a semblé être quelques semaines. Entre le travail et les amis, je ne rentrais que pour me laver et dormir. Il m'était venu à l'idée que je devrais essayer de faire une inspection approfondie des lieux et trouver où mes affaires avaient atterri. J'ai remarqué que plusieurs objets avaient été déplacés. La télécommande de la télévision, une calculatrice, plusieurs paires de chaussettes et une chaussure. Je me suis alors mis au travail. J'ai fouillé de fond en comble pour retrouver mes affaires, et j'ai remarqué de plus en plus d'objets manquants. Tout en me demandant où ces objets avaient pu atterrir, j'ai allumé la télévision. Je me suis assis dans ce qui avait été autrefois mon canapé, à présent un étranger dans ma propre demeure, et j'ai remarqué quelque chose. La télévision n'était pas allumée. J'ai essayé d'allumer ma lampe, mais rien ne s'est passé. En proie à l'irritation, j'ai lâché un juron. Je me suis levé et tourné la molette de ma stéréo. Rien. J'ai testé tous les appareils pour voir si l'un d'entre eux fonctionnait. En vain, car aucun d'entre eux n'était en marche, à part, étrangement, l'air conditionné qui faisait de plus en plus de bruit. Un puissant cliquetis s'est fait entendre pendant quelques minutes avant de s'atténuer. J'ai entendu un claquement sec, et l'appareil s'est arrêté de fonctionner à son tour. J'ai pensé, sans être totalement convaincu, qu'il y avait eu une coupure de courant, et que l'électricité reviendrait le lendemain. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit-là. Les voisins faisaient un boucan exceptionnel, et la coupure de courant m'avait rendu nerveux. Je me suis réveillé pour me rendre compte que le courant n'était toujours pas revenu. J'ai pris une douche, me suis habillé, et me suis rendu à la porte de mes voisins pour leur demander s'ils avaient eu des problèmes similaires. J'ai frappé plusieurs fois, sans obtenir de réponse. J'ai décidé que c'en était assez. Je suis allé au bureau de maintenance pour me plaindre de tous ces problèmes, et, avec un peu de chance, les résoudre. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur viciée de renfermer m'a sauté aux narines. L'endroit était en désordre. Le bureau était couvert de paperasse et de cendres de cigarettes. La peinture des murs était écaillée. Il y avait des taches dégoulinantes sur les vitres, et la télévision fixée au mur ne diffusait que de la neige. Derrière le bureau était assis un homme, mince et grisonnant, qui avait l'air de ne pas s'être lavé depuis une semaine. Je lui ai expliqué que tous mes appareils avaient soudainement arrêté de fonctionner. Il m'a jeté un grand regard sarcastique, avant d'attraper brusquement sa boîte à outils et de me suivre jusqu'à mon appartement. Je lui ai dit que je l'aurais bien appelé si le téléphone avait fonctionné. Je l'ai aussi prévenu que je ne pensais pas que ce soit dû à une panne de courant, car la climatisation avait fonctionné un peu avant de s'éteindre. Il m'a proposé d'aller y jeter un coup d'œil, avant de se rendre devant l'unité. Il a dévissé la coque et a regardé dedans. Il a allumé sa lampe torche et s'est mis à fouiller les entrailles et à dévisser différents composants avant de s'interrompre soudainement et de sortir de l'appareil un petit objet accroché à un fil qui ne semblait pas provenir de la machine. Il m'a regardé avec un sourcil froncé. Il m'a demandé si ça m'appartenait, mais je ne pouvais pas identifier la chose. Il m'a expliqué que c'était une de ses caméras espionnes. Avec un regard sournois, il m'a demandé si j'avais amené des femmes chez moi pour les filmer en secret. Je lui ai demandé offusqué ce que cette chose faisait chez moi. Je commençais à être effrayé et un peu irrité. Il a haussé les épaules et a dit qu'il allait voir où le fil mènerait. Il l'a suivi de ses mains, puis a arrêté pour regarder l'intérieur de la cavité. Il avait trouvé un petit trou dans le mur. Il a sorti son marteau et s'est mis au travail en enlevant des morceaux du mur et en suivant le câble. J'étais terrifié. Qui a mis ça là? Ce vieux type crade me regardait? Est-ce qu'il y a d'autres machines comme ça chez moi? Toutes ces questions me torturaient l'esprit tandis que je le regardais travailler. Il a marmonné quelque chose entre ses dents. Impatient, je lui ai demandé ce qu'il avait trouvé. Quelqu'un avait apparemment raccordé tous mes branchements. Il s'est reculé pour me laisser voir ce dont il parlait. Je lui ai demandé pourquoi quelqu'un aurait voulu faire ça,
et il m'a répondu qu'il supposait que c'était pour voler mon électricité. Il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose. Son ton calme me poussait à bout. J'ai repensé aux bruits étranges que j'entendais dans mes murs, les grattements, les lumières qui s'éteignent sans prévenir. Ce qui me semblait autrefois anodin me faisait maintenant battre le cœur à toute allure. Je lui ai dit que j'avais remarqué quelques petites choses ça et là, et que je n'avais pas été très présent ces derniers temps. Il m'a regardé comme si je débarquais de la planète Mars, puis s'est remis à suivre les fils dont le réseau ne cessait de s'étendre. Certains fils nous menaient à d'autres caméras miniatures, cachées derrière des conduits d'aération, et dans les coins d'ombre. L'une d'entre elles avait même son objectif dissimulé dans l'œil d'un portrait. Je me demandais comment il se faisait que je ne les avais pas remarqués avant. Mon cœur battait de plus en plus vite à mesure qu'il trouvait de nouvelles caméras. Il a continué de les débusquer, une par une. Il est apparu que tous mes appareils électroménagers avaient été reliés à un câble commun qui menait à ma chambre. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je lui ai demandé depuis quand c'était là, et il m'a répondu que ça ne devait pas faire très longtemps, car il vérifiait toute l'installation d'un appartement avant de le louer. Il a continué à creuser le mur avec son marteau, en suivant les câbles qui m'emplissaient d'appréhension, jusqu'à s'arrêter devant le dernier trou qu'il avait ouvert pour regarder dedans avec sa lampe. D'après lui, les murs étaient séparés par un espace assez large, et il y avait quelque chose qui brillait à l'intérieur. Il a creusé une ouverture assez grosse pour pouvoir rentrer, et a disparu dans le mur de ma chambre. Il en est ressorti quelques secondes plus tard, avec une expression sinistre sur le visage. Son teint était devenu pâle. Il ne ressemblait plus à l'homme calme et sans peur qu'il était avant de pénétrer dans le mur. Il m'a prévenu que ce qu'il allait m'annoncer n'allait pas me plaire. C'était une pièce cachée, pleine d'écrans et d'autres appareils. Il semblait que quelqu'un vivait dedans, mais il n'avait vu aucune trace de lui. Il a dégluti et m'a conseillé de déménager. Le jour même, j'ai fait mes bagages et je suis parti m'installer chez ma mère. Je n'avais pas envie de passer une seconde de plus dans cet appartement. Pendant les jours qui ont suivi, la police a inspecté les lieux. Ils ont trouvé 20 écrans, tous reliés à des magnétoscopes, installés dans ce petit habitacle creusé dans les murs. Étrangement, aucune cassette n'avait été trouvée, aucune trace non plus de cette chose qui m'avait regardé pendant toutes ces nuits. Quelques semaines s'étaient écoulées, quand une petite boîte est arrivée sur le perron de la maison de ma mère. Rien n'était indiqué dessus, mais elle contenait toutes les affaires qui avaient disparu de mon appartement. J'y ai aussi trouvé un morceau de papier déchiré et sale, avec un message à peine lisible griffonné dessus. Cette nouvelle maison me plaît beaucoup plus. J'avais presque 7 ans lorsque ça s'est produit. C'était au premier abord un soir tout à fait commun, un long et froid soir d'hiver, où l'on s'empresse d'aller se coucher. Comme à son habitude, ma mère m'a bordée, embrassée, et m'a souhaité une bonne nuit. C'était notre petit rituel, disons. Après une dure journée d'école, j'étais très heureuse d'être enfin au lit. Mon lit était en hauteur, et surplombait donc la totalité de la chambre, me forçant à utiliser une grande échelle chaque soir afin de l'atteindre. Je me suis toujours sentie en sécurité dans ce lit, sans doute en raison du fait qu'aucun cambrioleur ou monstre ne s'embêterait à monter la longue échelle dans l'unique but de m'atteindre. Peu à peu, je m'endormais, jusqu'à ce qu'un bruit strident retentisse, me sortant de mon sommeil. Cette saleté de chat venait comme tous les soirs gratter à la porte, dans l'espoir que je le laisse entrer. Il était très tard, et j'avais tout sauf envie de descendre de mon lit pour le bon plaisir du chat. Je suis donc restée dans mon lit, passif aux grattements et essayant de les ignorer. J'ai ensuite eu une étrange sensation, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je sentais qu'il y avait du mouvement en bas, sous mon lit exactement, une chose que les grattements du chat auraient réveillée. Dans la pénombre, je pouvais voir une silhouette animale, trop grosse pour être un rat et trop petite pour être un homme. Je commençais à m'inquiéter. Et s'il y avait un monstre sous mon lit? Et s'il me voulait du mal? J'essayais de garder mon calme, me raisonnant, en me disant que les monstres n'existaient pas. Maman me l'avait dit. Il y avait quelque chose en bas. C'était sûr. Je le sentais. Les grattements du chat étaient de plus en plus forts. Mais je ne voulais pas descendre. Je ne pouvais pas. Pas tant qu'il y aurait ce truc par terre. Mon échelle bougeait. Le monstre d'en bas grimpait. La pression montait, je paniquais. La découverte de cette chose m'horrifiait plus que tout. Après de longues minutes d'angoisse, j'ai aperçu la silhouette du monstre. Il n'était pas imposant, et il ressemblait beaucoup à un chat. J'ai allumé ma lampe de chevet, munie de mon oreiller, prêt à en découdre avec la bête.
J'ai eu un immense soulagement lorsque j'ai découvert que c'était effectivement le chat. Il avait dû m'emboîter le pas. J'étais très soulagée et il n'y avait aucun monstre. Mais si le chat était à l'intérieur, qu'est-ce qui grattait à la porte? La peur a commencé à s'emparer de moi. Les grattements étaient de plus en plus intenses, de plus en plus déterminés. Il y avait un monstre à ma porte, c'était sûr. La lumière l'avait encore plus énervé. Je pouvais entendre le monstre gémir, et tous ces sons entremêlés, avec le bruit des griffes enfoncées dans le bois. Le monstre faisait maintenant un vacarme fou. J'étais tétanisée. Je croyais vivre ma dernière nuit. J'espérais que ma mère vienne me sauver, mais elle ne venait pas. Pourquoi? M'avait-elle abandonnée? Je me blottissais dans ma couette accompagnée du chat qui me rassurait beaucoup. Au fil de la nuit, les bruits se sont estompés. J'étais paralysée par la peur qu'il revienne. J'osais à peine respirer. Malgré cela, j'ai tout de même réussi à m'endormir. J'ai été réveillée par la lumière des gyrophares. La police était chez moi. Mais pourquoi? Peut-être pour la bête de ce soir. J'étais perplexe. Un homme a interrompu mes songes en entrant dans la pièce. Il était vêtu d'une tenue bleue et portait un pistolet. J'ai immédiatement su que c'était un policier. Il m'a demandé de descendre. Ma mère m'avait toujours dit d'écouter la police. Je me suis exécutée. Il m'a pris dans ses bras et m'a ensuite interrogée sur cette nuit. Je lui ai tout raconté. J'ai alors demandé si je pouvais voir ma mère. Il m'a dit que c'était impossible, que quelqu'un avait fait du mal à ma mère, qu'il lui avait brisé les jambes. C'est à ce moment précis que j'ai compris que ce n'était pas un monstre qui grattait à la porte ce soir-là. Voilà 20 ans que ça s'est produit, et je suis toujours une thérapie. J'essaye vraiment, mais je ne parviens pas à oublier. Comment jouer à Hitori Kakurembo? Le cache-cache seul, ou chat seul, est un rituel permettant d'entrer en contact avec les morts. Les esprits qui errent sur Terre, tourmentés, sont toujours à la recherche de corps à posséder. Dans ce rituel, c'est l'un d'entre eux que vous invoquez, en lui offrant une poupée à la place d'un corps humain. Avertissement, si vous avez des capacités psychiques, vous pourriez vous sentir mal ou être vulnérable à des incidents durant le rituel. Ce dont vous avez besoin, d'une peluche avec des membres, de riz, assez pour remplir entièrement la peluche, d'une aiguille et de fil rouge, d'un objet tranchant, comme un couteau, un morceau de verre ou des ciseaux, d'une tasse de sel, naturelle serait préférable, et d'une cachette, de préférence purifiée avec de l'encens. Préparation 1. Retirez toute la ouate, ou ce qui est à l'intérieur de la peluche, et remplacez-la par du riz. 2. Coupez un peu de vos ongles, et mettez les bouts à l'intérieur de la peluche. Puis, cousez l'ouverture avec le fil rouge. Quand vous avez terminé, ligotez la peluche avec le reste du fil. 3. Faites couler de l'eau dans une baignoire. 4. Mettez une tasse de sel dans la cachette que vous avez choisie. Comment faire? Numéro 1. Donnez un nom à la peluche. Le nom peut être n'importe lequel, sauf le vôtre. 2. À 3 heures du matin, dites à la peluche, le premier démon est, suivi de votre nom, 3 fois. 3. Allez dans la salle de bain et plongez la peluche dans une baignoire remplie. 4. Éteignez toutes les lumières de la maison et retournez à votre cachette, puis allumez la télé. 5. Après avoir compté jusqu'à 10 les yeux fermés, retournez dans la salle de bain avec l'objet tranchant. 6. Une fois là-bas, dites à la peluche, je t'ai trouvé, suivi de son nom. Puis, poignardez-la avec l'objet tranchant. 7. Dites-lui, tu es le prochain démon, suivi de son nom, en la remettant en place. 8. Une fois cela fait, courez vous cacher. Comment terminer? Mettez la moitié du contenu de la tasse d'eau salée dans votre bouche, et ne la buvez pas, gardez-la en bouche. Sortez de votre cachette, et commencez à chercher la peluche. Celle-ci n'est pas forcément dans la salle de bain. Quoi qu'il arrive, ne crachez pas l'eau salée. Quand vous aurez trouvé la peluche, renversez le reste de la tasse et crachez le contenu de votre bouche sur elle. Puis dites « J'ai gagné » 3 fois. Cela devrait mettre un terme au rituel. Après cela, assurez-vous de sécher la peluche, brûlez-la et jetez-la ensuite. Le plus important, n'arrêtez pas
le rituel en plein milieu. Vous devez le faire jusqu'à la fin. C'est un rituel dangereux, et je ne serai pas responsable s'il vous arrivait quelque chose au cas où vous essayeriez. Autre chose à garder en tête, ne sortez pas de la maison tant que vous n'avez pas fini le rituel. Vous devez éteindre toutes les lumières. Soyez silencieux en vous cachant. Vous n'avez pas besoin de garder l'eau salée dans votre bouche tout le temps. Vous devez le faire uniquement à la fin du rituel. Rappelez-vous, si vous vivez avec quelqu'un, vous le mettez en danger aussi. Ne continuez pas ce rituel au-delà d'1 heure ou 2. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de laisser toutes les portes de la maison ouvertes, y compris la porte d'entrée, et d'avoir des amis à proximité qui puissent vous aider en cas de besoin. Garder un téléphone à portée de main est aussi une bonne idée. Note. Le riz représente les entrailles et sert également à attirer les esprits. Le fil rouge représente une veine. Il scelle le ou les esprits dans la peluche. En coupant le fil, vous brisez le seau et libérez le ou les esprits que vous avez attrapés. Si vous sortez de votre cachette sans eau salée, vous pourriez tomber sur quelque chose qui erre dans votre maison et qui pourrait en un sens vous blesser. Pour ressentir la présence de ce quelque chose qui erre, il est conseillé de regarder votre télévision. Mais attention, je vous déconseille de la fixer trop longtemps. Vous savez maintenant comment jouer à Hitori Kakurenbo. La porte de ma penderie s'ouvre en grinçant, et s'en glisse un monstre qui m'a terrorisé ces dernières semaines. La chose rampe sur le sol, étirant ses membres tordus et brisés un par un. Je peux entreapercevoir son corps nu, pâle et translucide, se contractant à cause de sa pression sanguine élevée. Je pense que cette chose croit que je suis endormi, vu qu'elle n'essaye même pas de masquer sa bruyante et pénible respiration. Je peux entendre sa baffe tomber sur le sol, alors que ce monstre prend de profonds souffles irréguliers et congestionné de mucus. Il se traîne près de mon lit, et je sens sa main attraper le matelas, alors qu'il essaye de se relever. J'observe la main, terrifié, examinant chaque détail. Cette main ressemble à une main humaine, mais elle compte 3 doigts. 3 doigts ossus et tordus. Les ongles, quant à eux, sont durs et épais. On peut y sentir l'odeur du sang. Sa tête tressaute dans mon champ de vision, et je ferme mes yeux rapidement. Toutefois, j'ai pu voir son visage. Son nez est horriblement long, et il manque la partie inférieure de sa mâchoire. Sa tête est trop longue pour son visage. Des veines parsèment sa figure pâle, transportant un sang rouge foncé en elle. Dans l'obscurité artificielle causée par mes paupières, je prétends qu'il n'est pas là, mais je sens sa respiration humide sur mon visage. J'entends cette respiration pour ce qui me semble être des heures, et soudain, plus de souffle. J'ouvre prudemment mes yeux, m'attendant au spectacle réjouissant d'une pièce vide. Mais cette chose est à quelques centimètres de moi, me fixant de ses yeux noirs dénués d'âme. Elle essaye de formuler une phrase, et j'ai un mouvement de recul en entendant les gargouilles formant des mots. Content que tu te sois réveillé. Va bien s'amuser. « 2078. Les êtres humains vivaient dans la peur. Ils savaient depuis plusieurs années qu'une énorme météorite allait s'écraser sur la Terre, détruisant ainsi l'humanité. Malgré le fait qu'ils l'avaient vu venir, il n'y avait aucun moyen d'y échapper. La conquête spatiale n'était pas encore assez avancée, et il était indispensable d'aller se réfugier sur une autre planète. Cette météorite arrivait quelques décennies trop tôt pour nous. Tout ce que nous pouvions faire, c'était d'attendre notre fin, en espérant un miracle. Et contre toute attente, le miracle eut lieu. Et il venait de l'espace. Les scientifiques avaient capté un message venant de la galaxie d'Andromède, venant d'une race encore inconnue, une race extraterrestre. La joie d'avoir enfin la réponse à une des questions de l'humanité, qui est sommes-nous seuls dans l'univers, était faible, vu les circonstances. Après tout, l'humanité allait disparaître. Malgré cela, les chercheurs étudiaient ce message et s'efforçaient de le traduire. Ils ne purent contenir leur joie quand ils annoncèrent qu'ils avaient enfin décrypté le message, et que celui-ci était un nouvel espoir pour l'humanité. Le message disait simplement « Nous venons vous aider ». S'ensuivit une période de fête sur la Terre. Finalement, nous n'allions pas mourir. Une race extraterrestre sûrement en avance sur nous niveau technologie allait venir nous sauver.
Et de plus, nous allions enfin rencontrer des êtres d'une autre planète. Et ils n'étaient pas hostiles. Les scientifiques avaient répondu à ce message. Ils avaient envoyé avec des appareils sophistiqués, spécialement conçus pour ça, le message suivant. Nous vous attendons. Le peuple de la Terre vous remercie pour votre aide. Plusieurs jours ont passé après cela, et pas un signe de nos nouveaux amis de la galaxie d'Andromède. Mais qu'importe, ils avaient promis de venir nous aider, et la météorite n'allait s'écraser que dans quelques mois. Puis, vint enfin le jour où nous avons une réponse de leur part. Une réponse qui nous fit basculer dans notre profond désespoir, dont nous pensions enfin être sortis pour de bon. Leur réponse était « Notre message ne vous était pas destiné. » Je n'ai pas peur aujourd'hui de dire que je suis un sorcier. Pas dans le sens où on l'entend habituellement, cela dit. Le sorcier d'aujourd'hui, ce n'est plus ce vieil homme horrible, ami de Satan qui danse au solstice avec les démons et autres satyres au fond des forêts. Le sorcier d'aujourd'hui, c'est un homme un peu marginal, qui aime les tatouages, qui écoute du métal et qui tape sur un bol tibétain en brûlant des encens. Néanmoins, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis tout à fait normal. Mon baleine m'attend passagement dans mon placard pour que je daigne venir le chevaucher et m'envoler au-dessus des toits. Je suis une personne banale qui pratique la magie. Magie noire, magie blanche. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. La magie n'a de blanc ou de noir que les intentions qu'on met derrière. Et je tâche toujours de rester neutre. J'ai pourtant une certaine part de noirceur qui me hante. Quand j'étais encore petit, mes parents se sont séparés. Ma mère n'a pas obtenu ma garde. Elle n'a rien fait pour. Je suis donc allé vivre avec mon père et sa copine de l'époque, Marie, qui est devenue ma belle-mère par la force des choses. J'avais du mal avec elle au début. J'étais un petit garçon qui était persuadé que sa mère l'aimait. Je n'avais pas besoin d'en avoir une deuxième que je connaissais à peine. On se disputait souvent, mon père tentant à chaque fois de nous raisonner. Puis j'ai grandi, et nos rapports se sont apaisés. J'avais 9 ans quand ça a vraiment commencé à coller entre elle et moi. Quand mon père était au travail, on allait souvent se promener en forêt. Marie me laissait batifoler sur le vieux pont en bois au-dessus de la rivière. Si mon père l'avait su, il nous aurait passé un sacré savon. Il ne voulait pas que j'y joue car les planches étaient fragiles et vermoulues. Pourtant j'adorais ce lieu. Marie l'avait compris, et c'était notre endroit secret, en quelque sorte. Marie était versée dans l'ésotérisme, et je pense que c'est grâce à elle que je m'y suis intéressé à mon tour. Quand mon père terminait de me lire mon histoire du soir, juste avant de me coucher, Marie venait déposer une pièce d'argent dans un verre d'eau qu'elle posait ensuite sur ma table de nuit. Pour éloigner la malchance et attirer le bonheur. Ça me rassurait énormément de savoir que quelqu'un veillait sur moi lorsque je dormais. Le jour de ma rentrée en CM2, j'ai trébuché et suis tombé en bas des escaliers qui menaient à la cantine. Je n'ai eu qu'un poignet foulé, mais cette chute m'a profondément marqué. Je ne voulais plus aller à l'école, et j'ai commencé à avoir des vertiges dès que je me trouvais un peu en hauteur. Marie tentait tant bien que mal de me rassurer, mais elle n'y arrivait pas. Alors elle a tenté autre chose. Elle m'a dit que si elle ne pouvait pas me faire me sentir mieux, c'est la magie qui s'en chargerait. Elle a continué de déposer un verre contenant une pièce sur ma table de nuit, mais elle l'accompagnait à présent d'un petit accessoire, un sac de jute, pas plus gros qu'une bourse, dans lequel elle avait placé un morceau d'écorce de bois et une de mes poupées miniatures. Elle le glissait ensuite sous mon lit. Elle me disait de penser fort au bonheur, à la chance, au soleil, et à un tas d'images plaisantes. Ce que je faisais, et ça marchait. Je suis retourné à l'école gonflé à bloc. Tout se passait bien. Nous étions très heureux, et je pense que c'était l'une des meilleures périodes de ma vie. Quand je suis devenu un adolescent, je me suis un peu détaché de Marie. Elle ne m'emmenait plus jouer sur le petit pont, cela va de soi. Mais nos rapports n'étaient pas non plus au point mort. On s'entendait toujours très bien, et on regardait souvent des films ensemble. Elle ne déposait plus le verre d'eau sur ma table de nuit, mais elle s'arrangeait toujours pour glisser le petit sac quand elle faisait ma chambre. C'était devenu habituel pour moi, et même si je n'y croyais plus vraiment, ça lui faisait plaisir que je fasse semblant. À 19 ans, j'ai quitté la maison pour aller à l'université. J'ai rencontré pas mal de gens, et même si j'ai passé un mois à l'hôpital après un accident de voiture pendant ma première année, c'était vraiment cool de se sentir autonome. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser de près à la magie. J'ai lu beaucoup d'ouvrages ésotériques, appris énormément de choses, et à la fin de ma seconde année, je pratiquais des soins énergétiques sur mes colocataires. J'ai rencontré Alex qui est devenue ma petite amie par la suite. J'étais red dingue d'elle. Elle était belle, intelligente, un poil trop belle parleuse, mais au fond c'était quelqu'un de timide. Je trouvais ça très attirant. Et les autres garçons aussi. Chris, l'enfoiré du 2e étage, pardonnez-moi du terme, a commencé à la draguer plutôt lourdement pendant une soirée étudiante fin juin 2014. Je n'étais pas là. J'avais chopé une grippe carabinée et j'étais cloué au lit avec au moins 40 de fièvre. Mes amis m'avaient assuré qu'elle avait repoussé ses avances à de multiples reprises,
Mais étant maladivement jaloux, un doute persistait toujours en moi. À raison, puisque 2 semaines plus tard, j'ai découvert en fouillant honteusement le téléphone d'Alex qu'il s'était revu en secret. J'ai rompu avec elle, même si ça me brisait le cœur. Mais j'avais une telle colère en moi, une telle envie de vengeance envers ce Chris, que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. J'ai alors eu l'idée de lui pourrir la vie. J'ai envisagé de nombreuses choses. Lui envoyer des colis contenant des choses atroces, demander à quelques amis éloignés de lui crever les pneus, ou mieux encore les yeux. Mais ce n'était pas assez. Ma colère ne pouvait être calmée que par sa mort. Si vous trouvez ça un peu disproportionné, c'est que vous n'avez jamais connu la douleur d'avoir été trompé par la femme que vous aimiez. Bien sûr, je ne pouvais pas frapper à sa porte et lui tirer une balle en plein crâne. J'en aurais été bien incapable. J'étais en revanche capable de lui faire du mal à un autre niveau. Un niveau plus spirituel. J'ai donc ressorti mes ouvrages d'ésotérisme, et notamment un qui parlait de magie noire. Il y avait un rituel qui consistait à placer une mèche de ses cheveux dans un bocal avec de l'urine. Ça devait attirer la maladie sur lui. Mais la maladie, c'était encore trop clément. J'ai donc cherché quelque chose de plus noir. Je suis tombé sur un rituel censé provoquer la mort de quelqu'un. La cause de la mort était incertaine, et la létalité du sort non garantie, mais ça valait le coup d'essayer. Et c'est en lisant que je me suis rendu compte de toute l'horreur de la situation dans laquelle je me trouvais, sans en avoir conscience. Pour que Chris trouve la mort, je devais me procurer un objet lui appartenant, ainsi qu'un morceau d'écorce de bois, mettre le tout dans un petit sac, et le glisser sous son lit. Je me suis rappelé de ma belle-mère, je me suis rappelé de Marie, de cette chute vertigineuse dans les escaliers du collège, de cet accident de voiture, de cette énorme fièvre, et de tous ces rituels censés me porter bonheur. Pendant toutes ces années, j'avais pensé qu'elle m'aimait, mais finalement, j'avais tort. J'ai trouvé un appareil photo sur un banc dans un parc. C'était un Nikon noir. J'ai décidé de le prendre. Trouver, c'est garder. Je suis donc rentré chez moi, et suis allé dans ma chambre pour voir ce qu'il contenait. La première photo était celle d'une fille plutôt mignonne. J'étais assez incrédule car la photo semblait avoir été prise à son insu. Mais j'ai décidé de passer à la prochaine photo. C'était la même fille, mais couchée sur du bitume. Et horriblement massacrée. Je pouvais à peine la reconnaître. Je n'ai réussi à faire le lien avec la photo précédente que grâce à ses vêtements. Choqué par ma découverte, mais de plus en plus curieux, je suis passé à la prochaine photo. C'était un enfant d'à peu près 8 ans qui marchait dans la rue. J'avais peur de passer à la prochaine photo, mais je l'ai fait. C'était le même garçon, mais atrocement mutilé. La seule chose qui m'a permis de le reconnaître, c'était encore une fois ses vêtements. Je ne voulais pas continuer, mais je l'ai tout de même fait. Cependant, j'ai passé le reste des 35 photos rapidement, car j'ai mis limite. Parmi les victimes, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieux. Il y avait toujours une photo de ces personnes avant leur assassinat. Cet appareil ne contenait que de la bouillie sanglante, un véritable massacre. Il ne me restait plus qu'une photo à voir. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était mon petit frère. Mon petit frère marchant vers la maison de son ami, quelques heures plus tôt. Il m'avait dit hier qu'il allait dormir chez son ami Louis. C'est là que j'ai remarqué que le nombre de photos était impair. J'ai commencé à paniquer. Je devais le prévenir. C'est à ce moment que j'ai entendu mon grand frère rentrer et monter les marches. J'ai posé l'appareil et il est entré. Puis, c'est là qu'il m'a dit d'une voix tremblante. Je sors, mais t'aurais pas vu un appareil photo Nikon noir en rentrant par hasard? Je crois que je l'ai oublié au parc. Et je sais que tu passes par là. J'en ai vraiment besoin. Je n'ai jamais connu mes parents. Ils m'ont abandonnée à la naissance sans aucune raison. Pourtant, je ne leur en ai jamais voulu, car cela m'a permis de grandir dans cet orphelinat, où les bonnes sœurs ont su nous éduquer avec tout l'amour nécessaire à ce que je devienne une adulte accomplie. Je vais avoir 18 ans cette semaine, et comme tous ceux qui auront le même âge cette année, je vais quitter l'orphelinat pour rejoindre la vie active. Cet orphelinat est spécial, car c'est lui qui assure notre éducation. Pas besoin d'aller au collège ou au lycée, il y a tout ce qu'il faut ici. Ainsi, j'ai pu apprendre les mathématiques, l'histoire, la littérature, etc., sans jamais avoir à quitter l'enceinte de l'établissement. Nous n'étions pas prisonniers, nous pouvions sortir quand bon nous semblait.
J'avais beaucoup d'amis à l'extérieur et j'avais même un petit ami qui voulait à tout prix que je quitte l'orphelinat en avance pour aller vivre en ville. Mais comment vouloir quitter cette place qui nous a tant donné, qui nous a appris à lire, à compter, à respecter autrui, qu'il soit humain, animal ou végétal. Car oui, une des particularités de cet orphelinat est que tout le monde était vegan. Dès notre plus jeune âge, nous avons tous appris à respecter les animaux comme nos semblables. Je n'ai donc jamais mangé de viande ou tout autre produit issu d'un animal, et cela ne me manque pas. Plusieurs fois, on m'a vanté les mérites d'un bon steak, qui était la meilleure chose à laquelle je pourrais goûter. Peut-être, mais avant d'être un steak, c'était une vache qui profitait de la vie et qui souhaitait sans doute pouvoir continuer à en profiter. Mais alors tu manges quoi? Des graines? Était la question qui revenait le plus souvent. Il y a tellement de façons de se nourrir sans avoir à manger des produits issus d'animaux. Et malgré ce que les omnivores disent, nous n'avons aucune carence. Les nutriments contenus dans la viande animale, on peut les trouver facilement ailleurs. Une fête avait lieu chaque année, où chaque orphelin qui allait avoir 18 ans et donc quitter l'établissement était convié. C'était, à ce que m'avaient dit les bonnes sœurs, un dernier dîner entre nous. Il fallait faire nos adieux à nos amis, car après ce dîner, nous étions envoyés dans la vie active, avec des recommandations. Nous étions dispatchés aux 4 coins de la France, là où un travail nous attendait. Un bus devait nous récupérer après le dîner, pour nous emmener vers notre prochaine demeure. Le jour venu, j'ai préparé mes valises et j'ai pris congé de mes amis, promettant de les revoir une fois dehors dans quelques années, quand je serai devenu quelqu'un. Quelqu'un de bien, de riche. Je pourrai alors tendre la main aux plus démunis, comme on l'a fait pour moi. On nous a placés dans une salle au fond de la cour de l'établissement. Arrivés là-bas, nous avons pu découvrir une grande table, avec de belles assiettes et verres en porcelaine, des couverts en argent, et de grands saladiers disposés çà et là sur la table, qui ressemblaient à ceux qu'on utilisait habituellement lors des déjeuners et des dîners. Comme tout le monde était vegan, il fallait une grande quantité de salade et autres légumes, d'où la nécessité de grands saladiers comme ceux-ci. Nos verres étaient remplis de vin blanc. Normalement, nous ne buvions pas d'alcool, mais comme nous allions bientôt être adultes, il fallait marquer le coup. Nous nous sommes tous installés et sous le regard bienveillant des bonnes sœurs qui nous avaient éduqués, nous avons porté un toast, tous ensemble pour une nouvelle vie. Je n'avais jamais bu d'alcool pour ma part, on m'avait prévenu de ses effets anesthésiants, mais j'ignorais qu'un simple verre pouvait me mettre dans un tel état. Mes yeux se fermaient et j'avais de plus en plus envie de dormir. De plus, j'entendais des bruits autour de moi, des bruits sourds, suivis de sons gutturaux, enfin un bruit de liquide, comme si un robinet était ouvert et que l'eau coulait dans un lavabo. Et puis il y avait comme une odeur de sang, ce qui n'était pas banal lors d'un dîner vegan. J'ai tourné la tête pour voir d'où venaient ces bruits étranges. C'est alors que j'ai assisté à ce spectacle horrible. Les bonnes sœurs, qui nous avaient éduqués avec amour, qui nous avaient donné tout ce dont nous avions besoin, qui nous avaient inculqué ce respect si profond pour toutes les choses, se livraient au massacre de mes camarades. Armée d'une batte de baseball, elle tapait dans la tête de mes amis, puis leur ouvrait la gorge à l'aide d'un couteau affûté, avant de laisser leur sang se vider dans un des saladiers qui étaient disposés sur la table. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et pourquoi elle faisait ça. J'avais de plus en plus de mal à rester les yeux ouverts. Je sombrais dans l'inconscience. J'ignore ce qu'elles avaient mis dans nos verres, mais ce n'était pas de l'alcool. Avant de fermer les yeux définitivement, j'assistais au massacre de mon voisin de table. Une fois le travail fait, un bracelet a été attaché à son poignet, sur lequel je pouvais lire « Humain bio, nourri avec 100% de produits végétaux, certifié sans OGM ». En temps normal, Nelson, mon petit York, adore se promener. En fait, à chaque fois que je m'approche de la porte, il me saute dessus pour qu'on fasse sa sortie quotidienne. Même si je n'aime pas trop ça, je me force à le faire. Et puis, vous voyez, j'essaie d'être un bon maître. Oui, je sais que c'est pas bien vu par certains d'avoir acheté un chien sans vouloir le promener, mais voilà. Je suis seul depuis des années et psychologiquement j'avais besoin d'un peu de compagnie. Enfin, tout ça pour dire que depuis ces derniers jours, Nelson refuse catégoriquement de sortir. Alors au début, je pensais qu'il en avait juste pas envie, qu'il faisait trop froid ou tout simplement qu'il était malade. Mais pourtant, il a l'air d'aller bien et il ne semble pas avoir quoi que ce soit. Ce type de comportement m'étonne venant de sa part. Et en fait, ça m'inquiète. Je me demande s'il n'y a pas une
chose qui lui fait peur dehors. Vous savez, on dit que les chiens voient les fantômes, non? Alors peut-être qu'il en voit un et que ça l'effraie. Après, si vous l'avez vétérinaire, vous le savez sûrement mieux que moi. Et puis, c'est surtout que quelques jours avant, on m'avait fait jurer de lui faire de l'exercice régulièrement. Alors depuis, je me sens un peu forcé de le sortir. Donc j'essaye même s'il veut pas. Et je vais pas vous cacher qu'à chaque fois, le chien traîne de la patte et qu'il veut pas avancer. Par conséquent, je tire fort sur la laisse pour qu'il me suive. Mais j'aime pas faire ça. Et puis pour tout vous dire, à la longue, c'est vraiment fatigant. Et puis quand je croise d'autres passants, vous pouvez être certaine qu'ils me lanceront des regards pleins de mépris. Comme quoi je ne sais pas dresser mon chien, et blablabla. Et puis, comme si ça suffisait pas, l'autre jour, des mouettes ont attaqué Nelson. Si, je vous jure. Au début, je les voyais seulement rôder autour de lui, mais tout d'un coup, elles ont commencé à charger pour lui donner des coups de bec. Comme si elles voulaient le manger. À ce moment-là, je vous dis pas ma colère. J'ai couru droit vers elles pour les faire partir. Je pense que vous aimez les animaux autant que moi, mais là, c'était trop. C'est vrai qu'ils sont un peu comme tous les chiens, vous me direz. Mais il faut pas exagérer non plus. Bref, désolé, je m'égare. En tout cas, depuis cet épisode, Nelson a été salement blessé. Je vous épargne les détails. J'ai cherché un professionnel qui accepterait de le soigner. Sauf que ça a été mission impossible d'en trouver un étant donné qu'ils m'ont tous jeté. Je trouve ça quand même honteux que des vétérinaires refusent de soigner mon chien. Si vous prêtez serment, ce n'est pas pour nous jeter comme des malpropres. Madame, vous êtes mon dernier espoir. Je pourrais pas soigner un chien seul, j'en suis incapable. Vous pensez pouvoir vous en occuper? Je sais que je vous en demande beaucoup, mais vous pourrez aussi le rendre dynamique comme avant. C'est que, finalement, les promenades me manquent. S'il vous plaît, vous devez aider mon chien, vous êtes la dernière chance de Nelson. Je peux pas perdre plus de temps. Vous savez, c'est mon seul ami et je supporterai pas de le perdre. Je peux aller le chercher maintenant si vous voulez. Il est dans un sac dans le coffre de la voiture.